Eh bien, merci à toutes et à tous de vous être connectés. Je suis Camille Boss, chargée de projets internationaux, et je suis aujourd'hui avec Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Nous sommes en direct du hub du Pacte mondial de l'ONU à New York, qui est un espace de rencontre et d'échange pour les entreprises et partenaires du Pacte mondial de l'ONU pendant toute cette semaine de haut niveau à New York et de Climate Week, avec des conférences, des ateliers autour des objectifs de développement durable et des 10 principes du pacte mondial de l'ONU. Et l'objet de ce duplex aujourd'hui, c'est de prendre tes réactions, Niels. I just wanted to let you know that we were saying So how Marcy, wonderful We are it is online. to work I'm with so you. sorry. We are online. We are online. C'est les aléas du direct. That's okay. See you, Marcy. Donc voilà, notre collègue Marcy de l'équipe du siège nous remerciait. Mais donc voilà, pour reprendre le propos du jour, l'idée c'est d'avoir tes réactions, Niels, sur cette semaine de haut niveau, et puis d'aller plus en profondeur sur voilà, la question du multilatéralisme et si c'est encore la clé pour avancer. Pour Niels, tu vas pas... Bonjour Camille, est-ce que vous m'entendez bien? Petit test micro pour le coup, voilà, dans le chat. Je crois que le son fonctionne bien, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ah oui, Merci. il nous dit oui. Merci Lou. Eh ben, merci Camille, merci à celles et ceux qui sont connectés. Il est 9h30 ici à New York. Effectivement, alors j'ai pas perdu ma voix dans le cadre des réunions, mais la clim est forte à New York. Et donc l'idée était un tout petit peu de vous faire part des éléments que nous avons pu aussi entendre, partager avec nos différents collègues. Alors on commence avec effectivement l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui se tient sous le thème du Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains. La présidente de l'Assemblée générale, l'Allemande Annalena Baerbock, a ouvert le débat général le 23 septembre dernier sur le thème de cette année Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. En effet, on se rend bien compte à quel point ces défis sont toujours plus complexes et interconnectés. Et la présidente a souhaité rappeler l'importance de l'action collective, de l'unité et de la solidarité tout au long des débats de cette Assemblée générale. De son côté, le secrétaire général a commencé les débats ce lundi lors du segment de haut niveau avec un message clair. Le monde, on le sait, est submergé par des crises qui se chevauchent, des guerres et des urgences humanitaires, mais aussi la dégradation du climat. Il a donc exhorté les dirigeants du monde entier à décider maintenant, à décider que le monde change et que le monde puisse choisir de construire ensemble des alternatives au futur peu réjouissant qui se dessine devant nous si rien n'est fait. Et enfin, il a exhorté l'ensemble des leaders mondiaux à une semaine de solutions, c'est-à-dire sortir des discours, sortir des postures pour trouver des solutions concrètes et efficaces pour les défis qui sont les nôtres. En parallèle, Camille, effectivement, je pense que vous avez aussi suivi les débats plus politiques qui se sont déroulés lors de ces séquences. Tout d'abord, la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Donc, le président Emmanuel Macron a coprésidé aux côtés de l'Arabie saoudite une conférence pour la mise en œuvre de la solution à deux États, qui a été un élément important pardon, de la journée de lundi. De son côté, je pense que vous n'avez pas pu rater, le discours du président des États-Unis, Donald Trump, qui, au-delà, de l'aspect un peu anecdotique de sa critique du fonctionnement des Nations unies, vous avez sans doute entendu, le drame sur les escalators et les téléprompteurs, mais qui a surtout, attaqué pardon, la lutte contre le changement climatique, puisqu'il a qualifié le changement climatique d'arnaque à l'énergie verte et la reconnaissance de la Palestine comme une reconnaissance pour le Hamas. On voit bien qu'il y a là des clivages extrêmement importants dans la communauté internationale. Et effectivement, les positions du président des États-Unis sont des positions quand même farouchement opposées aux politiques climatiques, opposées aux politiques migratoires avec un discours souverainiste extrêmement important.
Pour autant, et la question est celle du multilatéralisme, à l'inverse, le discours du président brésilien Lula, lui, a défendu le multilatéralisme vigoureusement à la tribune de l'Assemblée générale. Il a défendu la justice sociale, mais aussi l'état de droit, la démocratie dans son ensemble. Il a rappelé que la lutte contre le changement climatique est une priorité impérieuse pour la communauté mondiale. Et il a également appelé à une réforme de la gouvernance mondiale, dont on sait que c'est un débat qui fait l'actualité depuis plusieurs années. Il a pris des positions assez fortes, hein, puisque, là je vais le citer, la seule guerre dont tout le monde peut sortir vainqueur est celle que nous menons contre la faim et la pauvreté, a-t-il dit. La communauté internationale doit revoir ses priorités, réduire les dépenses militaires et augmenter l'aide au développement, dont on sait d'ailleurs que dans le monde, l'aide au développement est fortement menacée. Et il a donc réaffirmé, le président Lula, l'urgence climatique et l'importance des contributions nationales déterminées et a donné rendez-vous au pays dans quelques semaines à la COP30 à Belém, rappelant que les pays en développement sont confrontés au changement climatique, mais que les pays riches doivent évidemment aussi aider les pays en voie de développement, puisqu'ils ont contribué aux émissions depuis plus de 200 ans. Merci Nice pour cette introduction. Euh, et maintenant, ma question se tourne plus de manière générale, enfin au-delà de l'AG. Le secrétaire général s'est exprimé sur la réforme de l'ONU. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors effectivement, cet anniversaire, c'est l'anniversaire des Nations Unies, hein, 80 ans que l'Organisation des Nations Unies a été lancée. C'est aussi l'occasion pour le secrétaire général, depuis le début de l'année, d'impulser une réforme profonde du système des Nations Unies, justement pour réaffirmer le rôle du multilatéralisme. Alors, tout ça s'exprime de différentes manières. Alors, d'une part, par le fait qu'il n'y a pas d'anniversaire à proprement parler pour célébrer ses 80 ans, parce que le secrétaire général a trouvé ça légèrement incongru dans le contexte mondial dans lequel nous vivons, et donc a préféré lancer cette réforme ONU 80 pour revoir, en tout cas interroger la pertinence des très nombreux mandats qui existent aujourd'hui au sein de l'Organisation des Nations Unies, pour à la fois réaffirmer l'impact des Nations Unies sur les territoires sur lesquels les organisations sont présentes, mais aussi revoir le fonctionnement parfois bureaucratique de certaines de ces organisations. Donc 80 ans après, il peut effectivement y avoir des overlaps, des enchevêtrements au sein de ces initiatives. Alors, c'est évidemment une question importante pour les Nations Unies. Je le disais tout à l'heure, le président Trump vient de challenger l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, on sait, les Nations Unies, c'est évidemment la dimension très visible du maintien de la paix, mais c'est aussi une dimension très liée au développement, en particulier aux aides au développement, mais aussi au développement durable. Et donc, c'est bien la capacité de l'ONU sur le terrain qui est aujourd'hui remise en cause. À ce titre, je voulais donner peut-être quelques chiffres aussi pour montrer la réalité de l'engagement du système des Nations Unies sur l'ensemble des territoires en crise. En 2024, grâce à l'ONU, ce sont près de 300 millions de personnes qui ont pu bénéficier d'une aide humanitaire ou alimentaire. 45% des vaccins dans le monde sont fournis par les Nations Unies et contribuent ainsi à sauver 3 millions de vies par an. Et dernier chiffre, 56 pays ont bénéficié d'un soutien pour la promotion et la protection des droits humains. On voit bien là que derrière ces effets de manche sur le rôle des Nations Unies, il y a des réalités extrêmement concrètes pour des hommes et des femmes, des enfants, sur les territoires sur lesquels les Nations Unies sont présents. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer aussi le besoin de réforme, le besoin de transformation. C'est aussi un enjeu pour l'économie mondiale. Le président Lula le rappelait, la gouvernance doit évoluer. Évidemment, la gouvernance mondiale ne peut pas être identique à celle de 1945. Et les objectifs de développement durable aussi, avec l'ensemble des défis qu'ils posent, doivent nous permettre de mettre sur la table les sujets, alors qu'on sait même qu'il nous faut 4 000 milliards de dollars par an pour pleinement mettre en œuvre l'agenda 2030, dont on sait que c'est un montant colossal. Et dernier point, on sait aussi que le sujet de la dette est un sujet très important pour de très nombreux pays, puisque dans certains pays à faible revenu, la dette représente plus de 4% de leur PIB, dont on voit bien que c'est énorme. Merci Nils. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire des objectifs de développement durable. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux à 5 ans de l'échéance de l'agenda 2030?
Alors, les enjeux, ils sont évidemment multiples. Je pense que le premier élément important dans le cadre de cet anniversaire, c'est de tenir les promesses. C'est vraiment le message clé de cette semaine, tenir les promesses, alors même que nous savons que les objectifs de développement durable sont sur la mauvaise voie. On l'a déjà dit, mais il faut le redire, seulement 35% des cibles sont en bonne voie ou affichent des progrès modérés et 18% des objectifs, ont même, régressé et c'est donc effectivement, inquiétant, dans la situation, qui est, la nôtre et c'est bien là qu'on voit, l'importance du multilatéralisme et des responsabilités partagées pour atteindre l'agenda 2030, de tenir la promesse, donc keep, the promise, et toutes les conférences d'ailleurs des Nations unies qui se sont tenues cette année, que ce soit la conférence, sur les océans, la conférence de Séville sur le financement du développement ou encore le deuxième bilan du sommet des Nations unies sur le système alimentaire ne cesse de rappeler qu'il faut sortir de cette approche en silo et que l'ensemble des sujets que nous devons traiter sont interconnectés et que, évidemment, d'une part, avec les conflits armés dans le monde, mais aussi la famine et les enjeux du réchauffement climatique, tout ça ne va absolument pas sur la bonne voie. Et puis nous avons une bonne nouvelle au sujet Alors, des océans. tout à fait, il y a quand même, on dirait, une bonne, pardon, une bonne nouvelle dans ce contexte un petit peu morose. Le traité de la haute mer a été ratifié par 60 États membres donc, des Nations unies et pourra entrer pleinement en vigueur en 2026. C'est une bonne nouvelle puisque ce traité s'applique à l'ensemble des États membres. Nous avons beaucoup parlé de ce sujet-là lorsque nous étions à Nice, donc je ne vais pas y revenir. Mais évidemment, l'objectif est la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans des zones ne relevant pas de juridiction nationale, soit près de la moitié de la planète. On sait aussi hein, que les océans jouent un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi dans les enjeux alimentaires pour toutes les populations côtières, aussi dans le transport. Et donc, effectivement, le fait que ce traité ait été ratifié par 60 États est une bonne nouvelle pour la planète. Et donc l'équipe du Pacte mondial de l'ONU Réseau France était à New York parce que le Pacte mondial de l'ONU mobilise le secteur privé dans le cadre de plusieurs événements pendant la Climate Week et pendant la semaine de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la place des entreprises dans ces enjeux mondiaux? Alors, effectivement, le mandat du Pacte mondial des Nations unies est bien à la fois de porter la voix du secteur privé au sein du système des Nations unies, mais également d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de faire le lien avec les politiques des Nations unies. Mais avant ça, puisqu'on est sur le sujet du multilatéralisme, les organisations qui siègent au conseil d'administration pardon, du Pacte mondial ont réaffirmé l'importance du multilatéralisme dans une déclaration conjointe, que ce soit la Chambre de commerce internationale, l'Organisation internationale des employeurs, le Pacte mondial évidemment, et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable ont réaffirmé conjointement le soutien ferme du secteur privé à un système multilatéral inclusif, efficace et fiable dans un contexte de division mondiale croissante. Et c'est important parce que sans une stabilité mondiale, il ne peut pas y avoir de prospérité. C'est une évidence, mais c'est important de le rappeler. Et c'est aussi de rappeler le rôle du secteur privé sur ces sujets-là. Sans innovation, qu'elle soit sociale ou technologique, sans catalyseur de progrès, nous ne pourrons pas répondre aux défis qui sont ceux des objectifs de développement durable. Et donc, le pacte mondial a pleinement réaffirmé ces enjeux-là. C'est aussi l'occasion dans ce qu'on appelle le PSF, le Private Sector Forum, le forum du secteur privé qui se tient tous les ans en marge de l'Assemblée générale le lundi, qui rassemble à la fois le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a aussi la casquette de président du conseil d'administration du Pacte mondial, qui rassemble des présidents. Nous avions la chance cette année d'avoir à la fois Jean-Pascal Tricoire de Schneider, mais aussi Florent Ménégo, patron du Michelin et président du conseil d'administration du Réseau France, qui ont participé à ce forum. Et c'est aussi l'occasion, à la fois pour ces chefs d'entreprise mondiaux, puisqu'on parle bien de l'entreprise du monde entier et du secrétaire général, d'avoir un dialogue aussi franc et transparent sur le rôle des Nations Unies et du secteur privé pour atteindre ces objectifs. C'est aussi, ça a été aussi l'occasion pour le conseil d'administration du Pacte mondial de se réunir la veille et de valider la feuille de route 2026-2030
validé donc par le président, le secrétaire général, de la stratégie du pacte mondial, et de réaffirmer évidemment, c'est une évidence, mais le rôle indispensable des entreprises pour contenir le réchauffement climatique dans une trajectoire de 1,5, mais aussi de mobiliser le secteur privé dans l'ensemble des enjeux sociaux, économiques, environnementaux qui sont les nôtres, et de mobiliser des capitaux, notamment en investissement. Il ne s'agit évidemment pas uniquement de financer de mobiliser pardon, des financements pour des organisations des Nations Unies au travers du mécénat ou de la blinded finance, mais de faire en sorte que les investissements des entreprises dans leurs infrastructures, mais aussi dans le capital humain, soient au service des objectifs de développement durable. Aussi, peut-être pour donner quelques bonnes nouvelles, Camille, à cet égard, le Pacte mondial a publié une étude qui s'appelle la CEO Study 2025, donc l'étude des chefs d'entreprise 2025, et qui pose la question de leur regard sur les enjeux qui sont les nôtres. Alors, quelques chiffres. 88% des chefs d'entreprise déclarent que l'argument financier, les business case, comme on dit en anglais, du développement durable, pardon, est plus solide aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ça, voilà, donc c'est un mauvais français, mais ça veut dire que la démonstration, le business case, que la durabilité trouve toute sa place dans le business model de l'entreprise, dans le modèle d'affaires, aujourd'hui est reconnu donc par les chefs d'entreprise. 96% d'entre eux déclarent rester profondément engagés en faveur de la durabilité. On y reviendra sans doute, Camille, dans un instant sur nos propres chiffres, mais ça veut bien dire qu'au dehors de ce qu'on peut entendre dans une partie du débat public, les chefs d'entreprise à qui on pose la question restent engagés en faveur de la durabilité, et je pense qu'il faut vraiment le souligner. Pour autant, et c'est là la limite de cet engagement, c'est qu'ils sont engagés, pas à titre personnel, hein, au sein de leur entreprise, mais sont plus mal à l'aise pour en parler, puisque seulement la moitié des chefs d'entreprise qui ont répondu à cette enquête disent faire publiquement du plaidoyer sur ce sujet-là, en raison des difficultés effectivement que nous connaissons. Pour autant, le vice-président du pacte mondial, donc le Suédois Jesper Brodin, qui est le PDG d'IKEA, nous a incité hein, à rester engagés. En tout cas, quand je dis nous, hein, les patrons, ce que je ne suis pas, mais la communauté des entreprises privées, à rester engagés sur ces sujets parce que nous n'avons pas le choix d'agir, à rappeler aussi l'importance des 10 principes du pacte mondial qui sont évidemment un cadre fondamental pour les entreprises. Et il a rappelé la responsabilité de la génération de dirigeants actuels à résoudre les sujets climatiques et sociaux, en rappelant que nous avons tous les éléments entre les mains pour agir et qu'il n'y a donc pas une difficulté en termes de données, il n'y a pas une difficulté en termes de méthode, mais qu'il faut voilà, agir avec conviction. Pas seulement parce que la réputation et la marque de l'entreprise sont en jeu, pas seulement parce que les consommateurs où les clients sont attentifs aux enjeux du climat, mais tout simplement parce que c'est une responsabilité morale. Merci Nils. Et donc hier, nous étions au sein du UNGC Hub dans le cadre de la Climate Week et nous avons présenté une étude qui repose sur 13 000 répondants et 16 pays sur la perception du développement durable par les Européens. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager? Oui, là aussi, je pense que cette étude marque un tournant, et j'espère en tout cas qu'elle marquera un tournant dans le débat public parce que, d'une part, elle est alignée sur les engagements et les déclarations des CEO dont je faisais mention à l'instant. Et on entend dans le débat public européen effectivement ce qu'on appelle le backlash ou une remise en cause des enjeux qui sont les nôtres. Pourtant, alors cette étude s'est déroulée sur le mois de juin, repose sur 13 000 répondants, ce qui est donc un échantillon très conséquent au travers de 16 pays européens, pas forcément de l'Union européenne, puisque les Britanniques ont été associés. Et les chiffres sont assez parlants. 80% des répondants estiment que le développement durable doit être une priorité pour l'Union européenne et les gouvernements nationaux. 80%. Donc on ne parle vraiment pas d'un retour en arrière. 85% des répondants jugent que les réglementations en matière de durabilité des entreprises sont essentielles. De même, et ça, je pense que c'est un point aussi très encourageant pour les entreprises qui nous écoutent, 73% des répondants, qui sont donc des citoyens à la fois voilà, dans tous les secteurs d'activité, 73% des répondants considèrent la durabilité comme un levier de compétitivité pour l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut s'en réjouir. Et pour vous donner deux derniers chiffres, 75% de ces répondants attendent que des gouvernements et des entreprises
alloue davantage de ressources au financement des objectifs de développement durable. Donc, c'est aussi un appel vibrant de la part de ce panel à l'engagement. Et 80% des répondants prennent en compte le développement durable dans leurs décisions d'achat. Donc ça, c'est un élément aussi important. Je rappelle le chiffre, 80% prennent en compte le développement durable dans leurs décisions d'achat, avec évidemment une nuance de taille, puisqu'ils sont seulement 27% à considérer cela comme un critère essentiel dans leurs achats. On le sait, hein, quand on discute avec nos entreprises, la variable prix reste la variable première, mais s'explique aussi parce que les citoyens considèrent qu'il appartient d'abord au gouvernement ou aux entreprises de prendre des mesures efficaces pour décarboner, mais aussi sur les enjeux sociétaux, et qu'en tant que citoyens, ils doivent certes agir, mais que ce n'est pas leur responsabilité première. Voilà, Camille, ce que je peux dire, et je crois que l'idée est de prendre quelques questions. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, Nils nous a partagé ses impressions de la semaine, ce qu'il a retenu. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je ferai un plaisir d'y répondre. Alors, pendant que vous cherchez l'inspiration, vous pourrez retrouver donc l'étude dont je faisais mention à l'instant, la perception des Européens sur le développement durable sur le site du Pacte mondial en accès libre, hein, en français et en anglais. Elle est accessible depuis hier, donc n'hésitez pas. Vous aurez aussi les comparatifs et on publiera très prochainement l'étude CEO dont je viens de faire mention. Et d'ailleurs, je mets tout de suite le lien vers l'étude dans le chat. Ça, vous pouvez aller la consulter. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, évidemment, il y a l'Assemblée générale qui est un moment diplomatique extrêmement important. Je l'ai mentionné en introduction. Ce qui est intéressant dans tous les événements auxquels nous avons participé ici avec l'équipe, que ce soit le PSF, le Leader Summit, mais aussi la table ronde que nous avons organisée lundi au cœur même des Nations Unies, une table ronde organisée entre la France, le Brésil et l'Espagne sur les 10 ans de l'accord de Paris, le rôle du secteur privé, c'est que tout le monde a bien conscience aujourd'hui que le secteur privé, que les entreprises sont des acteurs fondamentaux aujourd'hui pour travailler sur les sujets qui sont les nôtres. Et ça, je pense qu'il faut là aussi s'en réjouir. Il y a évidemment toujours la question légitime dans le débat public du greenwashing, c'est-à-dire la différence entre le discours et les actes. À ce sujet, je voudrais aussi vous renvoyer sur l'étude de la COP, la communication sur le progrès que nous avons publiée au mois de juin en France, où nous avons analysé les données de nos entreprises participantes au Pacte mondial qui, chaque année, déclarent leur démarche de progrès. Et on voit bien que les entreprises françaises sont fortement engagées de manière concrète, que ce soit les entreprises de CAC 40, les entreprises de taille intermédiaire, des ETI, mais aussi les PME, dans les enjeux qui sont les nôtres. Très bien, merci Nils. Et sans question de nos spectateurs, je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, les équipes du Pacte mondial restent évidemment disponibles et accessibles. Peut-être que aussi le bruit commence un tout petit peu aussi à augmenter ici. On est au UNJC Hub, donc il est bientôt 10 heures et New York se réveille. Merci à vous de votre présence et votre participation. Et peut-être aussi petit mot, puisque lundi prochain, nous nous retrouvons au Commissariat général au développement durable aussi sur les enjeux de développement durable, puisque ça reste une préoccupation, heureusement, pour un certain nombre d'organismes publics en France et dans le monde. Donc, nous continuons et nous avons un riche calendrier d'agenda accessible depuis notre site Internet. Je vous remercie et bonne journée à vous à Paris. Merci Nils, merci à tous. Au revoir.